On a tendance à se prendre le chou en tant qu'entrepreneur sur notre positionnement. Tu sais, c'est cette fameuse colonne vertébrale stratégique qui est censée tout simplifier. Les offres, le marketing, le contenu, même jusqu'aux décisions quotidiennes. Alors, pourquoi on se prend la tête là-dessus? Je voulais éclaircir le sujet. Pour ça, j'ai fait appel à une experte, The Experte, Laurie Giacobi, qui est cofondatrice de My Marketing Experience, qui est une agence de conseil et services marketing en B2B. Elle est aussi la co-hôte du podcast My Marketing Podcast. Et petite anecdote, mais pas des moindres, elle a cofondé son agence et co-animé son podcast avec sa sœur jumelle, Sandy, qu'on embrasse très fort. Et leur agence vient de fêter leurs 15 ans. Donc, si tu te prends le chou, la tête sur ton positionnement, si tu as l'impression que les choses sont pas très claires dans ton business, installe-toi bien, mets-toi à l'aise, l'épisode va commencer. Salut Laurie, je suis ravie de te retrouver sur le fauteuil des invités de Work in Process. Salut Marine, je suis ravie de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Génial. Avant qu'on parle de stratégie, j'avais préparé une petite question, un petit icebreaker pour toi, Laurie. C'est quoi pour toi la chose la plus surprenante que les entrepreneurs pensent sur le positionnement et qui est totalement fausse? L'idée reçue. Alors c'est vrai que sur le positionnement, déjà pas tout le monde a la même version de ce que c'est. Après dans les entreprises, quand il y en a plusieurs, tout le monde n'a pas forcément la même définition du positionnement, leur vision de leur positionnement dans l'entreprise. Et pour moi, l'erreur la plus commune, c'est associé, soit c'est mélangé avec la proposition de valeur, soit c'est assimilé à un slogan. Sauf qu'en fait, le positionnement, en vrai, c'est moins sexy que ça. On va dire que, un slogan ou une baseline, ça découle d'un positionnement, mais ce n'est pas le positionnement, c'est pas le positionnement lui-même. Génial. Comment est-ce que toi tu définis justement le positionnement au-delà du simple à qui je parle et qu'est-ce que je vais vendre? Le positionnement, très clairement, c'est la place que tu veux occuper dans, on va dire, dans l'esprit de tes clients, mais par rapport aussi aux autres alternatives dont ils disposent. Globalement, ça revient à, moi j'aime bien le résumer, ça revient à expliquer pourquoi nous choisir nous plutôt qu'un autre ou qu'une autre solution. Je dis plutôt qu'un autre, ça peut être qu'une autre entreprise, qu'une autre solution. Et cette dimension, concurrentielle, on va dire, nous par rapport à une autre solution, c'est très important parce que le positionnement, c'est quelle place tu vas venir occuper stratégiquement sur un territoire, que ce soit dans l'esprit de tes clients ou que ce soit sur le marché, en lui-même. Donc c'est vraiment l'espace que tu occupes, sur le terrain de jeu, on va dire. J'aime pas dire que c'est la bataille que tu veux gagner, mais il y a vraiment une notion de territoire dans le positionnement. OK, et quand on parle de clarifier son positionnement, c'est le sujet de notre épisode. Où est-ce que ça coince, à ton avis? Est-ce que, c'est plutôt du mindset, on n'ose pas prendre sa place? Est-ce que c'est parce qu'on confond justement avec la proposition de valeur, ce genre de choses? Alors je pense que si ça coince, c'est une super question. Souvent parce on manque de clarté parce que souvent on n'a pas la méthode aussi Mmh. pour faire l'exercice. Ça peut paraître quelque chose de, simple, mais en réalité, si on veut bien faire le travail, ça se décrète pas comme ça en disant: «Ah ben moi je vais faire ça». Si tu veux vraiment bien travailler ton positionnement, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération et tout va partir déjà de tes clients, des clients, de la cible que tu veux adresser. Donc pourquoi ça coince? À mon sens, parce que tu n'as pas la broad parce que la on n'a pas la bonne approche, tout simplement. Génial. Ça, on va en parler un petit peu après de la méthode, c'est pour garder les auditeurs plus longtemps. Je voulais dire non, non, mais je voulais dire qu'en fait, heu, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est pas forcément c'est juste que, c'est quelque chose qui est plus j'aime pas dire complexe, mais qui nécessite de prendre en considération plusieurs, paramètres et notamment, tu vois, par exemple, un écueil que je rencontre hyper souvent, c'est, les entreprises qui vont dire: «Moi, mon positionnement, je le fais uniquement par rapport à mes clients. C'est, je veux me positionner par rapport à mes clients». Mais en réalité, dans cet exercice-là, tu es obligé, si tu veux vraiment bien le faire, de prendre en considération les concurrents et j'ai même envie de dire les alternatives, en tant que solution. On y reviendra un petit peu plus tard, mais, dans les erreurs communément rencontrées, il y a celle-ci en tout cas. Génial. Je me prépare une question pour un petit peu plus tard. Est-ce que tu aurais
Un exemple, une transformation ou même juste un micro changement au niveau du positionnement, ça a tout débloqué chez un entrepreneur. Ça peut être anonyme si tu veux. Non, mais j'allais même te dire, tu vois, de manière très égocentrique, heu, nous-mêmes, forcément, on fait ce travail, hein, de positionnement. Alors je peux t'en donner plusieurs, hein. Mais parce qu'en fait, c'est un exemple qui est assez, simple et parlant. Il y a 5 ans, en termes de position on a revu notre positionnement et on a décidé de ne s'adresser plus qu'à une cible B2B. OK, Avant, historiquement, on faisait un peu les 2. Alors on a toujours fait plus de B2B que de B2C, hein. Mais on a dit aujourd'hui, notre positionnement, c'est uniquement sur les entreprises en B2B. Alors, c'est un choix de territoire. Notre territoire, c'est le B2B. Alors, aujourd'hui, on a refait ce travail encore récemment, en l'affinant encore un petit peu plus. Mais pour nous, ça a tout changé parce que finalement, aujourd'hui, on est reconnu vraiment sur cette cible-là par rapport aux problématiques qu'on adresse et notamment les problématiques de stratégie marketing, de positionnement et d'offres. Hem, Après, chez d'autres, clients ou entreprises qu'on a pu accompagner par le passé, c'est aussi par rapport à un choix, hem, c'est souvent quelque chose qu'on travaille, soit parce qu'on l'a jamais travaillé, soit parce qu'on évolue. Tu vois, c'est quelque chose tu vas lancer ton entreprise, tu vas pas forcément te poser la question, puis à un moment donné, tu vas te dire un truc qui coince et tu vas travailler sur ton positionnement. Ou alors, tu as déjà une entreprise qui évolue parce qu'un entreprise, c'est un organisme vivant, on est bien d'accord, hein. Tu acquiers de l'expérience, tu acquiers même certaines expertises et au final, ça se construit, ça évolue et il y a un moment donné où tu vas te dire: «Est-ce que est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que je suis toujours cette entreprise que j'étais il y a 5 ou 10 ans?» Et j'ai eu le cas récemment avec un client et tu vois, même un symptôme qui est hyper fréquent, c'est, il voulait refaire son site internet. Ce qui a été notre symptôme aussi quand on a refait notre travail. Il arrivait pas à écrire ses contenus. Il dit: «Il y a un truc qui coince, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, on n'est plus vraiment ça» et quand on s'est posé, qu'on a fait ce process pour redéfinir son positionnement et ben, en fait, il s'est rendu compte que, on s'est rendu compte que alors ce qu'on appelle la catégorie dans laquelle il s'inscrit, donc lui, il se désignait comme, agence web. En fait, c'est plus du tout un agence web aujourd'hui. Donc son positionnement a évolué, ne serait-ce que dans la nature de sa catégorie. Alors pour te la faire courte, la catégorie, c'est par exemple, tu vas au supermarché et dans quel rayon je vais, trouver, ce produit. OK, c'est là où tes clients attendent que tu sois. Et un exemple tout simple, un jour je cherchais des Smarties. Tu vois les petits bonbons là? oui. Et ben Smarties, je suis arrivée au rayon bonbons, confiserie. Bah, pour le coup, je les ai pas trouvés à ce rayon-là. Et d'ailleurs, j'ai galéré à les trouver, hein, c'était un truc de malade, hein. Ah, Je ils les ai étaient trouvés où? ils étaient avec les chocolats. Alors c'est bête, mais si tu ne trouves pas l'entreprise au rayon où tu l'attends, bah, tu peux passer à côté de son offre. C'est vrai. Après, moi, spontanément, je serais allée au rayon chocolat directement, Bon, mais bah, moi non, tu vois? Parce que pour moi, les Smarties, c'est des bonbons. Ah, c'était un autre, il y a plein d'autres exemples, hein, mais ça pourra faire l'objet d'un autre épisode de oui, podcast, les ou d'un très Smarties gros bonbons débat. au chocolat. Ouais. Ouais, oui, mais j'en ai plein des questions comme ça si tu veux, Marine. On peut se faire un gros débat. Heu, tout ça pour dire que agence web, c'est pas la même chose qu'une entreprise, qui développe des solutions informatiques. Voilà C'est vrai. et dans tous les cas, ça veut dire que son positionnement a évolué parce que si on a besoin d'un certain type de prestation, on va pas aller, par exemple, taper agence web ou si on voit sur un site internet agence web, on va directement se dire: «C'est pas pour moi». Or, le positionnement, c'est fait pour qu'on puisse se dire: «Cette solution est pour moi». Alors derrière, ça doit venir être validé par des offres qui sont, alignées avec ce positionnement, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est, comme tu disais très bien tout à l'heure, la colonne vertébrale. Ouais, et j'ai remarqué que moi j'accompagne, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de solopreneurs. J'ai remarqué que souvent le positionnement, il est très lié à notre identité. T'as vu ça aussi chez certains de tes clients, par exemple? Alors oui, mais, je te dirais que c'est un petit peu normal aussi parce que, tu travailles aussi sur ta vision en amont et si tu pars dans une direction qui est complètement, pas alignée avec ta vision et avec qui tu es, à un moment donné, il va y avoir un conflit. Tu peux avoir un positionnement alors après ça en termes de personnalité, tu peux avoir un positionnement très disruptif, très, il y en a, ils ont un positionnement même un peu rebelle. Donc il faut que ce soit quand même aligné avec tes valeurs. Tu peux pas
Surtout quand ton entreprise, c'est toi-même. Enfin, c'est ton positionnement, tu vois, un solopreneur, derrière sa marque, c'est lui-même. Donc effectivement, s'il doit s'inventer une identité ou une personnalité, ça va être un petit peu compliqué. En revanche, quand tu as une entreprise avec un dirigeant, des collaborateurs et l'entreprise et la marque elle-même, tu peux te permettre un petit peu plus de dissociation. Même si je suis quand même intimement convaincue que tu peux pas avoir une identité de marque qui soit à l'encontre de la personnalité du dirigeant fondateur, enfin des personnes qui prennent les décisions. Ça, à mon sens, c'est très compliqué dans la durée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut peut-être pas mettre, tout, tout ce qu'on est dans notre positionnement. Par exemple, si tu aimes les Smarties, tu vas pas t'adresser, aux entrepreneurs, qui vont manger uniquement des Smarties, tu vois? Plutôt que des Non, Ferrero. non, j'aime ni l'un ni l'autre en plus, donc tu vois, je suis hyper je suis extrêmement sélective en matière de confiserie et de chocolat. Donc mais même si on a un positionnement sélectif, on n'est pas non plus dans l'extrêmement élitiste, alors que je suis une consommatrice élitiste de chocolat, vois-tu? Donc non, je suis d'accord que tu es pas obligé de mettre toutes les mêmes valeurs. En revanche, heu, tu peux quand même avoir un désalignement à avoir une entreprise qui porte pas du tout les mêmes valeurs dans son positionnement que, tes propres valeurs personnelles. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait penser à des situations vécues. Alors peut-être qu'il y en a que ça dérange pas du tout, hein. Ça c'est voilà, Chacun fait je comme il veut. Encore une fois, c'est chez c'est Work in c'est Process, on est très j'ai libre. envie de dire que c'est mon point de vue, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont pas du tout avoir le même, hein. Moi, ce qui m'intéresserait d'avoir au niveau de ton point de vue aussi, Laurie, c'est qu'est-ce que tu penses d'un positionnement qui, plutôt que de viser une cible précise, solopreneur, coach, agence, etc., va se concentrer plutôt sur une problématique? Alors cette problématique, ça veut dire qu'elle va être partagée. Oui, Ça marche. Pour toi, c'est fonctionnel. c'est une problématique, c'est-à-dire que tu t'adresses à un problème. Oui. Oui, mais c'est la manière dont alors oui, mais c'est la manière dont tu le résous qui va faire ton positionnement. Ok. Intéressant. Je te pose Donc ça tu parce que je suis en peux train de travailler le mien, donc d'accord. Ah! Hem, Tu peux t'adresser à une problématique, bien entendu, et la problématique va pouvoir toucher plusieurs cibles différentes, plusieurs profils, on va dire, d'entreprises, alors je dis entreprise, ça peut être solopreneur, hein, ça peut être, voilà, plusieurs profils, différents. En revanche, c'est la manière dont tu vas le faire, et ce qui va te différencier, qui va faire ton positionnement. Après, libre à toi de dire que ça s'adresse à tout le monde, enfin à tout le monde, à toutes les personnes qui ont ce problème. En revanche, j'imagine que dans ces personnes qui ont un problème, dans ces entreprises qui ont ce problème-là, certaines vont plus facilement se reconnaître dans ce que tu proposes, par rapport à la méthodologie que tu proposes, par rapport au ton mode d'intervention, par rapport à toutes ces choses-là. Donc indirectement, ça va quand même faire de la sélection. Ça veut pas dire que toi tu vas les refuser, mais ça va quand même attirer un certain type d'entreprise plutôt qu'un autre. oui, c'est sûr. Et puis tout à l'heure, tu parlais de cohérence entre le positionnement, les offres, la communication, etc. Bah, tout ça, en fait, ça va participer à renforcer ou pas, selon si c'est bien fait, notre positionnement. C'est-à-dire que tu peux viser une cible ou une problématique très précise en fonction du style de communication que tu vas avoir, de ton style narratif. Bah, tu vas attirer un public plutôt qu'un autre. Oui, bah, de toute façon, une fois que tu as travaillé ton positionnement et tes offres, derrière, effectivement, il y a la manière dont tu le communiques. Et cette manière, ces messages clés que tu vas diffuser, ton discours narratif derrière va venir, il est fait en tout cas, s'il est bien fait, l'objectif c'est qu'il attire les bonnes personnes et je te dirais même aussi que si c'est bien fait, il faut aussi que les personnes que tu ne cibles pas puissent entre guillemets «s'auto-éliminer». En fait, choisir son positionnement, c'est aussi accepter, il y a le mot choix dedans, c'est aussi accepter ou même alors sans dire: «Nous on n'accepte pas ça», tu vois? Nous on dit qu'on est exclusivement B2B, bon, bah, on a reçu notre demande de B2C cette semaine. Là, tu as juste envie de te dire: «Mais les gens ne lisent pas». Heu, mais l'idée quand tu construis ton discours, ton derrière, c'est aussi que les personnes puissent vraiment se reconnaître et se disent: «Cette solution, elle est pour moi. Cette solution est pour moi, mais en plus cette entreprise est pour moi pour X et Y raison parce que je me reconnais dans, les valeurs qu'elle porte, dans le discours qu'elle annonce, dans les messages qu'elle diffuse». Mais ça peut être aussi: «Non, cette entreprise n'est pas pour moi». Et tu le vois même, on le voit beaucoup en B2C, en B2B, le positionnement, c'est encore quelque chose,
qui est moins mature, on va dire, même si ça c'est quand même, plus voilà, de plus en plus, un sujet abordé. Mais en B2C, tu te poses pas la question et moi, j'ai pas honte de dire, tu vois? Un truc bête, dans certaines marques de vêtements, dans certains vêtements, il y a un vêtement, je pourrais le trouver joli et là, je vais passer pour, une fille horrible. À partir du moment où je sais à quelle marque fait le vêtement, je vais dire: «Ah non, en fait, c'est pas pour moi». Mmh. Ça te l'a Alors jamais que fait? alors que tu trouvais le vêtement joli avant de connaître la Bah, marque? ouais, le vêtement, je vais dire: «Ah tiens, il est intéressant, oui» et en fait, je vais dire: «Non, c'est pas pour moi». OK. Ce qui veut dire pour moi que la marque a bien fait le job, hein, Oui, effectivement, ça veut dire que côté positionnement, parce que je suis pas la cible. c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu as pris ce vêtement ou pas? Non. D'accord. Tu Bon, aurais j'en avais pu. pas vraiment besoin, je suis pas une très grande consommatrice de vêtements, mais c'est c'est très psychologique, en fait. Il y a quand même une part de psychologique. Ouais, et Mmh. pour moi, le positionnement, c'est un filtre, externe-interne, pour, apprendre à dire oui, à choisir ses opportunités, à dire non face à des clients, bah, qu'on n'a peut-être pas visés, pour alléger aussi son quotidien avec la préqualification, le tri que tu as mentionné tout à l'heure. J'ai l'impression que ça diminue la charge mentale, en fait, quand tu as un bon positionnement, normalement, il y a tout qui roule. Alors quand tu as un bon positionnement, effectivement et que derrière avoir un bon positionnement, c'est extrêmement important. Après, il faut pas oublier que c'est comme toute stratégie, il faut le déployer. C'est-à-dire que derrière, ça veut dire que tu mets en place les bons messages, les bonnes actions pour venir soutenir ce positionnement. Heu, alors oui, je te rejoins, quand tout roule et que tu as mis en place les bonnes choses, tu attires les bons clients, donc effectivement, tu as moins besoin de faire le tri. Tu es plus facilement l'objectif, c'est d'être reconnu et identifié comme la bonne solution auprès des clients que tu cibles. Est-ce que c'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux être top of mind? C'est ce qu'on rattache directement au L'objectif, c'est positionnement. d'être top ouais, l'objectif, c'est d'être top of mind. Alors top of mind, oui, j'apporterai une nuance. Tu peux être top of mind parce que si je te dis: «Ah bah, donne-moi, je sais pas, le nom de trois agences de pub», tu vas peut-être m'en citer 3. Mais tu te diras peut-être pas forcément qu'elles sont pour toi. L'idée, c'est de devenir top of mind auprès des personnes que tu cibles, auprès des entreprises que tu cibles. OK, donc c'est C'est encore pas un j cran À mon au-dessus. sens, c'est pas de la notoriété pour de la notoriété. Oui, parce Si tu qu'on veux être vraiment efficace, hein. on cherche pas forcément de la visibilité quand on travaille son positionnement, on cherche plutôt, de l'efficacité en matière de ciblage s d'un point de vue vente et marketing. Alors la visibilité, c'est toujours utile. En revanche, On est la d'accord. voilà. Mais c'est la visibilité auprès des bonnes entreprises, auprès de tes clients essentiellement. Si demain, nous on s'adresse à des entreprises en B2B, si demain on se met à communiquer auprès des solopreneurs, on va être hyper visible, mais en vrai, c'est pas notre cible. Et c'est pareil pour, d'autres types d'entreprises. Hem, ou pour toi, par exemple, si toi qui si tu cibles, si tu veux être visible et que tu te rends visible auprès de tout le monde, finalement, si dedans il y a pas tes clients, ça va pas forcément être, le plus intéressant, Ouais. voire même pas très intéressant. Et là, tu vois, en termes de charge mentale, on va en parler, c'est que du tout, tu vas mettre en place beaucoup de choses pour pas beaucoup d'effets, pas beaucoup de résultats. Donc c'est plus de, l'autorité auprès de la visibilité et de l'autorité auprès de ses clients cibles pour pouvoir, bah, justement qu'ils t'identifient comme la bonne solution pour eux. Plus rassurante aussi, hein. Un bon positionnement, ça sert aussi à être la solution la plus rassurante. Oui, effectivement. Je reviens sur, quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui me fait réfléchir depuis tout à l'heure. Tu as dit: «Un positionnement, ça va évoluer avec l'entreprise, avec la dirigeante, bref, la personne qui a fondé l'entreprise». Comment est-ce que toi tu accompagnes, comment est-ce que tu gères justement, ces pivots, ces réalignements quand une entreprise évolue justement, qu'elle a son positionnement depuis un petit moment et que, bah, il faut refaire le travail tout simplement parce qu'on se sent plus en adéquation avec, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qui est perçu, ce qu'on voudrait être, nos aspirations. Oui. Ben en fait, on refait un travail stratégique, c'est-à-dire qu'on va repasser par les étapes par lesquelles si on a déjà fait le travail, on est déjà passé et parfois, c'est un travail qu'on n'a jamais fait. Dans ce cas-là, on va se dire: «Bah, aujourd'hui, on va le faire parce qu'on a besoin d'y voir un petit peu plus clair», et en premier lieu sur, qui on veut être, qui on adresse,
parce qu'aujourd'hui, on sait plus très bien qui on est. C'est un petit peu vécu comme une crise identitaire, chez certains clients. Je sais ce que c'est. Mais c'est pas confortable, hein. C'est pas du tout confortable quand on a ce sentiment parce qu'on sait plus voilà, on sait plus très bien qui on est et c'est surtout que, potentiellement, on sait qui on est, mais on aimerait bien, mettre en place les piliers ou les actions pour pouvoir être la nouvelle version de ce qu'on veut être. Tu vois? Si tu as des objectifs, tu te dis: «Bah, moi, aujourd'hui, j'en suis à cette étape-là, je voudrais demain être là. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ça?» Bah, ça veut dire souvent, modifier, ton positionnement, mais derrière, ça va être aussi tes offres, voilà, requalifier, tes audiences cibles, savoir auprès de qui tu veux t'adresser et ouais, j'ai encore eu le cas ce matin avec un client que j'accompagne où on a commencé à avoir une réflexion et on s'est dit: «Avant d'arriver là, à pouvoir proposer ce type d'offre», parce qu'en fait, on avait réfléchi en termes d'offres. Bah, avant d'arriver là, il va falloir réaligner le positionnement parce qu'à l'heure actuelle, avec leur positionnement, ils ne pourront pas atteindre les entreprises qui voudront acheter ce type d'offre. Et même si tu dis: «Je sais plus très bien où j'en suis», c'est souvent parce que tu as grandi toi-même et tu as d'autres attentes et le tout n'est pas aligné. OK. Quelle est la place que vous donnez au-delà de la data pure, quelle est la place que vous donnez à l'intuition dans ce travail de clarifier son positionnement? La place qu'on donne à l'intuition, écoute, c'est pas une question qu'on m'a souvent posée. Bien fait de venir du coup. Heu, heu, je pense que malgré tout, quand on quand on parle avec ses clients, quand on écoute son environnement de manière générale, professionnelle, hein, quand même, on a toujours une intuition. Après, je pense que malgré tout, c'est toujours bien de venir valider ses intuitions avec, le fait d'interroger ses clients, le fait d'aller chercher de la data aussi. Et tu vois, je serais pas pour, tout faire à l'intuition personnellement. Moi, voilà, c'est pas un truc que je fais. En revanche, je pense que l'intuition peut avoir quand même à sa place, mais qu'elle ne doit pas tout diriger. Mais tu peux avoir des intuitions, tu peux dire: Là, il y a quelque chose, je l'ai observé». Moi, j'ai plus que de l'intuition, c'est presque des signaux faibles, en fait. «Ah tiens, il y a Ouais. ça me titille un peu». Tu vois, il y a deux trois trucs que j'ai vu passer, soit j'ai entendu d'un client, soit que j'ai vu passer parce que je fais de la veille et tu peux dire: ça, j'aimerais bien aller creuser un peu parce qu'à mon avis», heu, mais il y a toujours quelque chose derrière. Pour moi, il y a il y a forcément toujours un petit signal que tu as entendu, parce que tu as bien ouvert tes oreilles. L'intuition pure avec la vision, je trouve ça un peu, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je me fondrais entièrement, en tout cas. OK, hyper intéressant. Moi en fait, moi je suis plutôt de la team, on va utiliser de la data, de la donnée, mais effectivement, bah, l'intuition, elle va nous donner des choses qu'on capte pas forcément, de prime abord, tu vois? Consciemment, tu vas regarder tes indicateurs, clés de performance, c'est des chiffres, c'est «palpable» entre guillemets, tu peux les analyser facilement. Par contre, ce qui relève, moi j'appelle ça de l'intuition, mais effectivement on peut appeler ça des signaux faibles, bah, ça peut donner une bonne indication sur: «Tiens, peut-être que la direction que je prends, il faut que je fasse un micro virage, un micro réajustement pour que ça corresponde plus à ce dont les gens ont besoin, en fait». Oui, mais pour moi, ces signaux faibles, c'est surtout que, tu vas, faire de la veille, tu vas parler avec tes clients. Souvent, ça vient de là aussi, hein, Mmh. des choses que tu vas observer et c'est pas quelque chose que tu vas voir qui va être évident, mais c'est plus être vraiment très à l'écoute et se dire: «Tiens, là, quand même, je vais le noter, tu vois, dans un coin de ma tête, parce que à mon avis, c'est quelque chose qui peut, perdurer ou qui peut modifier aussi, la façon de, je sais pas, de travailler, de résoudre un problème». Donc c'est plus ça que j'assimilerais à de l'intuition, plutôt que vraiment, tu sais, le truc, «Ah mon Dieu, mais ça, j'ai une vision, c'est génial». Ouais. Voilà, si ça sort de nulle part et que c'est validé par absolument rien de ce que tu as vu ou entendu ou, tu vois, identifié, Mmh. peut-être tu seras dans le vrai, mais j'appellerais ça plutôt un coup de chance. OK. Par contre, je trouve que c'est hyper bien que tu insistes là-dessus, sur le fait d'aller, discuter avec ses clients, bien évidemment, mais de repérer aussi les petites,
les petites phrases, les petits comportements, les petites choses qu'on voit pas nécessairement, si on n'y prête pas attention et qui peuvent faire une différence au niveau, bah, d'une formulation, au niveau peut-être, d'un contenu qu'on va sortir parce qu'un client nous aura dit quelque chose et: «Tiens, j'ai une idée, je vais aller développer ça sous forme de contenu». Donc garder une posture ouverte, moi je pense que c'est pas mal quand on bosse sur son marketing et sur son positionnement. De toute façon, quand tu travailles ton marketing, rester en lien avec tes clients, heu, tes prospects aussi, hein, parce que tu peux ne pas signer un contrat, mais tu peux être amené à parler avec des clients, avec des prospects qui sont potentiellement tes clients, même si finalement ils signent pas. Heu, les interroger et récolter ces informations, hem, c'est toujours garder un œil ouvert sur, ton marché, ce qui se passe, même les interroger, tu peux même obtenir des informations sur des concurrents ou des alternatives et tout ça, ça va venir enrichir, ta veille en fait, hein et ta connaissance de, ton marché et de tes clients Ouais, pour prendre derrière de meilleures décisions. je fais un parallèle qui va probablement parler à ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast. Quand vous cherchez un outil pour votre business avec une Ouais. fonctionnalité très précise, vous allez comparer plusieurs outils. Normalement, la plupart des gens font ça. Bah là, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est se dire: «Tiens, pourquoi est-ce que je vais plutôt partir sur, Notion par exemple, plutôt que sur, ClickUp ou Trello ou quoi que ce soit?» Donc c'est regarder ce qui se passe sur le marché, c'est regarder qu'est-ce qu'on aime chez cet outil en particulier. Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est, les agents IA qui viennent de sortir, la vue carte pour positionner, je sais pas moi, nos restaurants, si on fait, à titre personnel et c'est comme l'histoire du petit poussé, chaque petit caillou va vous amener sur, bah, votre positionnement, en tout cas qui sera valable, maintenant et qui évoluera avec le temps comme tu nous l'as expliqué Laurie. Oui, alors ça évolue avec le temps, c'est pas quelque chose qu'on est amené non plus à changer, tous les mois, c'est vrai qu'on voit beaucoup parfois: «Ah j'ai changé mon positionnement, j'ai fait ce travail» et on le voit tous les 3 mois. Mmh. Ça, c'est pas retravailler son positionnement. Alors c'est pas c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas donner une orientation et tu vas mettre en place les actions, les messages, l'offre qui vont venir, soutenir ce positionnement, et ensuite il va falloir, mettre en place, heu et ça se change pas tous les 4 matins par contre. Si tu vois qu'effectivement, au bout de quelques mois, ça passe pas, ça coince, là, tu vas venir réajuster tes messages, c'est surtout les messages que tu vas venir réajuster. Mais en revanche, c'est pas quelque chose que tu vas faire, tous les mois ou tous les 3 mois. C'est vrai que des fois, tu t'envoies, alors pour pas citer sur LinkedIn: «J'ai changé de positionnement, j'ai fait évoluer mon positionnement». Soyons clairs, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est quelque chose qu'on va venir interroger régulièrement pour savoir si c'est toujours pertinent, mais si tu le changes tous les mois ou tous les 3 mois, tu vas pas avoir le temps de récolter les fruits, de tester si ça fonctionne ou pas. C'est comme tes objectifs ou ta vision ou tes process, puisqu'on est ici, hem, faut quand même laisser un petit peu de temps de d'implémentation, de mesure et de pouvoir analyser parce que peut-être que ça marche pas ce mois-ci, mais si ça se trouve le mois prochain, il va se passer quelque chose et vous allez trouver votre marché, ou vous allez trouver votre public ou quoi que ce soit. Donc effectivement, faut jouer sur un temps plus long. Oui, alors, ça veut pas dire qu'il faut le figer dans le temps, hein, par contre, Oui. mais c'est surtout, je dirais, dans la manière de le décliner sur les messages clés, où tu peux ne pas forcément, tu vois, être pile direct dans les bons messages quand tu prospectes ou quand tu prends la parole. Mais en revanche, ça veut pas dire que tu dois tout remettre en question, directement. Ouais, je comprends. Est-ce que tu aurais un exercice fétiche ou une question fétiche pour aider à commencer ce travail de clarification de positionnement? Alors un exercice, il faut vraiment commencer par interroger ses clients. Je pense que tu peux pas construire, alors à moins que tu en aies pas du tout, mais dans ce cas-là, tu peux, interroger tes clients. On va partir du principe qu'on en a. Ça part des clients, en fait. Ça part des clients, et c'est vraiment quelque chose qu'on demande de faire, c'est d'avoir des interviews. Alors on peut pas tous avoir, 50 ou 100 interviews, puis je suis même pas sûre que ce soit toujours très pertinent, parce qu'il vaut mieux bien les cibler. Mais c'est vraiment de se dire, comprendre qui vraiment aime ce qu'on fait et pourquoi.
Donc quand tu fais ce travail, moi, ce que je demande, à mes clients, c'est, quels sont les clients avec qui ça se passe le mieux? Ceux avec qui vous voudriez qu'il y en ait 12 qui tapent à la porte chez vous chaque jour. Tu vois? Ceux avec qui tu veux vraiment, continuer de travailler parce que c'est rare les entreprises qui vont te dire, «Tous nos clients, on voudrait les avoir tous les jours». Donc moi, je leur demande de partir de là et après d'aller les interroger, ce qu'ils pensent réellement de nous. Parce qu'en fait, il y a notre perception de nous-mêmes, la perception que nos clients ont de nous et après il y a la perception qu'on voudrait que nos autres clients aient. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur de conjugaison. Donc c'est qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on déjà de leur demander comment ils nous perçoivent, qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement, les bénéfices qui comptent le plus pour eux et alors là, on peut avoir des très, très grosses surprises. Hem, Moi, il y a une question que j'aime bien, c'est poser, quel type d'entreprise pensez-vous qu'on à qui pensez-vous qu'on s'adresse le mieux? C'est pareil, on peut avoir des grosses surprises. Et après, il y a quelles sont les alternatives, qu'ils auraient pu tester et en quoi, notre alternative est mieux? Pourquoi ils nous préfèrent aux alternatives? Donc ça, c'est vraiment pour avoir la perception. D'ailleurs, ça s'appelle une enquête de perception et avoir cette image, tu peux déjà te dire qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'eux, ils perçoivent et ce que parfois toi-même, tu perçois de toi-même. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Oui, mais c'est pas je te dirais que c'est pas forcément gênant. L'objectif, c'est plutôt de réduire le gap après et comment tu réduis le gap. Donc avant cette partie-là, c'est comprendre, déjà comprendre quelles sont leurs attentes et aussi quels sont, les bénéfices qui comptent le plus pour eux. Les bénéfices qui comptent le plus pour eux, c'est aussi derrière par rapport à, tout ce qui est on y reviendra, c'est une étape, travailler sur ces axes de différenciation. Ça peut être quoi un axe de différenciation? Un axe de Hormis, différen la méthodologie tout à l'heure, tu nous en as cité un, Ouais. ça pourrait être quoi d'autre? L'axe de différenciation, bah, ça peut être, une fonctionnalité unique, si tu as un logiciel, ou une fonctionnalité qui est meilleure que sur certains autres logiciels. Ça peut être une expérience utilisateur qui est différente chez toi de chez les autres, Mmh. ou une expertise extrêmement spécifique. Ça peut être aussi, des critères, techniques comme on est plus rapide, on est plus précis ou notre solution est plus simple. En fait, c'est vraiment, ça peut être plusieurs axes. Après, ça peut être, heu une méthodologie exclusive. Donc, ça, c'est vraiment des choses que tu peux identifier comme un axe de différenciation. OK. Et quand ton client, quand tu fais cette enquête de perception, qu'il te sort des traits d'accompagnement, des traits, expérientiels, qui sont pas ce que tu avais prévu, est-ce que ça peut devenir ton axe de différenciation? Par exemple, toi, tu es quelqu'un de très structuré, du coup, je pousse là-dessus. Ou au contraire, tu penses être quelqu'un de très structuré et au final, ton client, il te dit que ce qu'il a préféré chez toi, c'est ta douceur. Est-ce que ça peut être des axes de différenciation sur le positionnement ou plutôt En au fait, niveau des messages? ça, je pense que c'est plus de la personnalité. Pour moi, l'axe de différenciation, c'est vraiment, l'élément de différenciation qui compte aussi pour ton client. C'est, pour te donner un exemple, on a un client qui est dans la sécurité. Ça peut être aussi un axe de différenciation, ça peut être aussi, par exemple, une certification que les autres n'ont pas ou une certification très spécifique que les autres n'ont pas et on a notamment un client dans la sécurité. Lui, son axe de différenciation parce qu'il sait qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, par exemple, on va venir beaucoup valoriser dans certaines prises de décision toute heu, la politique RSE du prestataire. Il a choisi comme axe de différenciation, d'être irréprochable sur toute cette partie-là. Donc il s'est fait certifier, il a mis en place des actions vraiment en interne pour avoir une politique RSE extrêmement forte et par rapport à ses concurrents, à ce niveau-là, son axe de différenciation, c'est vraiment d'avoir une politique RSE extrêmement forte et de pouvoir répondre à tous ces critères-là. Ça le positionne comme le prestataire qui, non seulement, bon, effectivement, il est aussi efficace que les autres, mais parmi ceux pour qui cet axe-là d'avoir une politique RSE hyper forte est importante, parce qu'ils en ont besoin dans leurs critères de décision, bah, ça va le positionner au-dessus de ses concurrents. OK. Donc des choses assez,
Ah, ça peut être très factuel. Assez tangible, assez factuel, c'est ça? Oui, après, certains vont miser sur la personnalité, mais la personnalité va être, liée à la manière dont tu, proposes aussi ton offre. Mais dans les entreprises, en tout cas, l'axe de différenciation, ça va être vraiment qu'est-ce qu'on fait différemment de nos concurrents ou des alternatives, on va dire, et qui comptent pour nos clients. OK. Donc on reboucle sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'épisode au final. Allez parler avec vos clients. Ils ont votre Oui, positionnement, entre les mains. oui. Alors ils ont notre positionnement, non, après c'est à toi d'identifier, ce qui revient le plus souvent, ce qui est pertinent par rapport à la cible que tu veux adresser et te dire que tu vas le connecter avec vraiment heu, alors j'aime pas dire la fonctionnalité, mais le bénéfice que tu peux en tirer. Oui, OK, très clair. Est-ce que tu aurais, un insight avec lequel tu aimerais que les auditeurs, les auditrices de Work in Process repartent de cet épisode, par rapport à leur positionnement? Alors un insight, je sais pas, mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils puissent se dire: «Comment je construis mon positionnement?» et dans ce cas-là, il faut que j'aille voir mes clients, heu et surtout, 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 bon parce qu'on l'a pas encore abordé, que, ils puissent aussi cartographier, leur environnement concurrentiel. Quelles sont les autres alternatives? Parce que ce qui compte pour t c les axes de différenciation que tu vas, mettre en évidence, il faut aussi, heu, qu'ils soient différents de ceux de tes concurrents. Si tu veux, travailler adopter le même positionnement que tes con qu'un concurrent qui est extrêmement fort, bah, c'est comme si tu allais, te battre sur le territoire tu vois, tu as 2 territoires, tu vas dire: «Bon, bah, je vais partir en guerre contre l'autre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Heu, donc c'est vraiment important de pouvoir aussi identifier quels sont les autres, le positionnement des autres concurrents, quels sont leurs axes de différenciation. Donc moi, l'insight que je voudrais, tu vois, si je devais en garder un, c'est parler à vos clients, mais pas seulement à vos clients. Identifier aussi, cartographier vos concurrents et leur positionnement. Et les concurrents, c'est les concurrents directs. Ça peut être aussi, les autres alternatives, donc ça peut être des outils, des prestat d'autres types de prestataires. Heu, Comment ils font pour résoudre ce problème? Bah, ça, c'est les alternatives et les concurrents. Et donc en combinant tout ça, au final, on peut repérer ce qui marche chez les autres, ce qui peut marcher chez nous qui est différent, et en ayant écouté nos clients, on voit ce qu'ils apprécient ou pas. Et comme ça, on a nos ingrédients et on peut construire notre positionnement. Tes axes de différenciation, tu vas les transformer, ce qu'on appelle en valeur perçue, donc en bénéfice, c'est qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Quels sont les risques qui vont disparaître? Ou, parfois aussi ça peut être, quels sont les efforts qui sont supprimés? Tu vois? Par exemple, je pense à un client qui est, qui installe des solutions, sur les salons professionnels. Il installe du matériel, audiovisuel sur les stands, OK? Dans les OK. salons professionnels pour créer des expériences un peu immersives, un peu uniques. Bah, lui, un de ses axes de différenciation, c'est sa méthode qu'il dévoile à personne parce qu'il arrive à faire des installations beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables que tous ses concurrents, parce qu'il a vraiment créé un process, millimétré, OK? Ce qui lui permet, lui, de proposer, l'installation beaucoup moins cher que ses concurrents. Parce qu'il le fait beaucoup plus rapidement, donc l'intervention est plus rapide, plus fiable et ça, en fait, c'est, pour lui, un énorme axe de différenciation pour ce type de prestation. C'est l'axe de qualité qu'il a choisi de C'est la pousser au qualité, la final. rapidité. Ouais, C'est la qualité, la rapidité. OK. Hem, Moi, ce que je voudrais laisser comme message, au-delà de «va parler à tes clients», je pense qu'on l'aura suffisamment répété dans cet épisode, c'est, de te poser la question, qu'est-ce qu'on tu peux simplifier dans ton message, dans la façon dont tu t'adresses à ton marché, de façon générale? Hem, Parce qu'au plus on va simplifier les choses, au plus il y a de chances qu'on soit clair. Alors simplifier, simplifier, on est bien d'accord. Mais commencez par épurer des choses et encore une fois, bah, regardez ce qui se passe autour de vous, en fait, tout simplement. Laurie, merci beaucoup pour toute cette clarté. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un positionnement, c'est moins une phrase parfaite qu'on va, poser sur un document qui va prendre la poussière, qu'un axe qui va, au final, réaligner tout le business, tous les pans du business et surtout qui va libérer beaucoup d'espace mental.
Ah mais je te rejoins, exactement parce que quand tu as clarifié ton positionnement, ça veut dire que tu arrives finalement à formuler, le plus simplement possible à qui tu t'adresses, qu'est-ce qui fait ta différence et quelle est la valeur que tu apportes. Donc tu as vraiment ta proposition de valeur et ce qui permet, je reboucle, de pouvoir beaucoup plus facilement expliquer pourquoi nous choisir nous, plutôt qu'une autre solution ou qu'une autre entreprise. Génial. Où est-ce qu'on peut, te retrouver si jamais, justement, on a des questions sur notre positionnement et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce? Eh ben, écoute, je suis, assez présente sur LinkedIn, donc je pense qu'on me retrouvera assez facilement, et bon, on a également un podcast qui s'appelle, My Marketing Podcast et un site internet également, mymarketingexperience.com sur lequel on peut, retrouver, pas mal de ressources aussi. Super. Comme d'habitude, tous les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode. Je te remercie encore une fois, Laurie, du temps que tu nous as accordé, de toutes ces pépites que tu nous as partagées. Moi, ça a alimenté ma réflexion et je suis pas à l'abri d'aller me repencher sur mon positionnement une fois qu'on aura raccroché. OK, Euh, écoute, grand bien te fasse parce que j'espère aussi que ça aura semé, des petites graines chez les personnes, qui nous écoutent. J'en suis convaincue. Qui est-ce que tu voudrais voir ou écouter plutôt sur le podcast comme invité? Écoute, très tu j'aurais ça mérite la réflexion. Quel sujet tu voudrais creuser la prochaine fois? Moi, j'ai plein d'idées de sujets. Là, tu vois, On pourrait peut-être partir de là. je vais parler de livres, je vais parler d'éthique, d'environnement, je vais parler de communication, de prise de parole, d'organisation. Donc, on va vraiment avoir un beau panel d'épisodes pour 2026. Écoute, difficile de te donner un nom comme ça parce que je pourrais sans doute en donner un pour, ou t'en recommander un pour chaque sujet. Mais, écoute, non, moi j'ai juste hâte de découvrir, qui sera à ton micro, la prochaine fois. Super. Et bien pour ça, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!